vous écoutez Rage et Paillettes, le podcast qui raconte la lutte au quotidien contre les violences sexistes et sexuelles. Moi c'est Steph, je suis sociologue de terrain, je travaille et milite depuis plus de 20 ans pour essayer d'accompagner les victimes de violences de genre et tenter de responsabiliser les agresseurs. Concernant le nom de ce podcast, Rage, vous devriez vite comprendre pourquoi en m'écoutant parler de ma pratique, et Paillettes parce que j'en porte beaucoup, ça symbolise une forme de lutte festive pour moi. Aujourd'hui, je vais échanger avec Matt, qui est journaliste. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'énerve aujourd'hui, Steph ? De quoi on va parler ? Bonjour. Déjà, je tiens à préciser que cet épisode se fait dans un contexte très particulier puisqu'on a l'honneur d'être invité par le festival Podren et d'enregistrer en public. Donc, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Merci. Quelle entrée, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on va parler de la nécessité d'être en colère et notamment de ce que ça produit quand on est au quotidien au contact de personnes en grande souffrance. Et là, je veux parler des victimes de violences sexistes et sexuelles notamment. Donc l'idée, c'est de parler de la manière dont on peut éviter de s'épuiser quand on lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Est-ce que pour commencer, Steph, tu peux nous faire un petit rappel sur qui tu es, tes activités, d'où est-ce que tu parles ? Donc moi, je suis sociologue spécialiste de la lutte contre les VSS, violences sexistes et sexuelles. Et j'ai deux formes de pratiques bien distinctes, c'est-à-dire que j'ai une activité salariée où je coordonne un service qui s'appelle Espace Femmes à Dinan, dans les Côtes-d'Armor. Et dans ce cadre-là, on est vraiment sur de l'accompagnement de personnes victimes de violences sexistes et sexuelles. Ce sont principalement des femmes victimes de violences conjugales ou de violences sexuelles dans d'autres cadres que le couple. Par ailleurs, j'ai une activité indépendante de sociologue et dans ce cadre-là, notamment, j'interviens auprès des auteurs de violences de genre qui sont principalement incarcérés à la maison d'arrêt à Saint-Brieuc. Et dans cette pratique aussi, j'ai beaucoup de temps de sensibilisation et de formation de professionnels, sensibilisation. Très concrètement, par exemple, j'étais cette semaine dans un lycée à Dinan pour parler à des terminales. Voilà, donc c'est assez vaste. Et par ailleurs, je suis évidemment une militante féministe avec beaucoup d'implications dans pas mal d'événements. Et j'ai la chance de tirer mes revenus de mon militantisme, on va le dire comme ça. Mais en tout cas, ça nécessite beaucoup d'énergie et c'est ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Alors, j'imagine que c'est pas évident lorsqu'on est pleinement engagé au quotidien, comme c'est ton cas, de se rendre compte forcément de toute l'énergie que cela implique. Est-ce que toi, tu arrives à identifier peut-être ce qui te coûte singulièrement parmi toutes tes activités ? Et en fait, ça va pas de soi. J'ai eu besoin de vraiment intellectualiser, de rationaliser au sens de regarder les choses et d'y enlever la dimension affective. Je n'ai pas toujours mesuré à quel point je pouvais être coincée dans des schémas de fatigue compassionnelle. On va en parler un peu après. Accompagner des personnes victimes de violences conjugales, par exemple, c'est difficile. Il est difficile de toujours se préserver parce que évidemment, je suis humaine et ce que j'entends me touche. De même, être confrontée à des auteurs dans le déni et dépenser beaucoup d'énergie pour essayer, alors pas de les convaincre, j'ai pas cette ambition-là, mais en tout cas essayer de les faire un minimum se responsabiliser, ça demande une énergie folle. Intervenir auprès de lycéens, et je le dis volontairement au masculin, qui baignent dans la culture du viol et qui consomment des influenceurs masculinistes à longueur de journée, c'est compliqué aussi. Voilà. Et puis parfois organiser des manifs féministes et être confronté à des réactions hostiles dans la rue, etc. Ça coûte aussi. Donc tout ça, il a fallu que j'arrive à vraiment littéralement l'intellectualiser parce que c'était pas si simple que ça quand j'ai commencé à intervenir sur tous ces sujets et de toutes ces manières. Oui, quand t'es dedans, tu t'en rends pas forcément compte. Et toi, comment ça s'est passé, si tu veux nous raconter un petit peu? Il y a eu une réflexion à un moment donné, tu t'es dit
bon là, qu'est-ce qui se passe? Je me sens fatiguée ou je me sens plus dedans, donc je me pose et j'analyse un petit peu ce qui me fatigue ou m'épuise. Oui, alors les premiers signaux d'alerte, c'est plutôt mon entourage qui me les a donnés en disant t'es hyper irritable. Tu parles beaucoup de ton travail, de tes combats, mais on sent que ça prend beaucoup de place et trop de place par rapport à la vie de famille, etc. Et puis de toute façon, il y a des signaux aussi d'alarme, genre ton corps qui te dit que voilà, une espèce de fatigue chronique, etc. Donc ça nécessite de faire attention à soi. Est-ce que tu aurais des exemples concrets à partager avec nous? Tu parlais notamment de la fatigue, l'énergie nécessaire parfois lorsqu'on est exposé à des récits de violence, notamment dans le cadre d'accompagnement de femmes victimes de violences que tu peux mener. Est-ce que tu as en tête peut-être des personnes en particulier dont tu aimerais nous parler aujourd'hui? Ouais, et alors, il y en a beaucoup et c'est des exemples de personnes que j'accompagne en ce moment. Notamment, je pense à une femme qui s'appelle Catherine et qui a accepté de m'envoyer un vocal pour que son témoignage fasse partie de cet épisode. On va l'écouter après. Pour juste poser le contexte, Catherine, c'est une femme qui a décidé de quitter un conjoint maltraitant. Alors d'abord psychologiquement, mais qui en tout cas était infidèle et profitait d'elle de plein de façons, voilà. Et quand elle lui a annoncé que elle voulait le quitter et engager une démarche de séparation, là, il est devenu violent physiquement. Et surtout, il est allé vraiment très loin il a cherché à l'étrangler. Mais en plus, il est allé très loin dans ce qu'il a pu dire. Enfin voilà, c'était une scène particulièrement violente. On peut rappeler peut-être pour les personnes qui connaissent pas forcément ces mécanismes que ça arrive. Enfin, les violences peuvent souvent se déclencher au moment d'une séparation. Tout à fait, c'est important de le rappeler. En fait, quand elle me raconte son histoire, moi, je vois qu'il y avait déjà des violences, mais qu'elle n'avait pas identifié comme telles parce que ça n'était que avec des guillemets évidemment, des violences psychologiques et elle a dans sa précédente relation déjà subi une forme de maltraitance, donc en fait c'est sa norme et elle n'avait pas forcément identifié à quel point son conjoint, père de son deuxième enfant, était maltraitant. En tout cas, quand elle lui annonce qu'elle veut le quitter, là il passe à l'acte physiquement. Elle est en danger, etc. Elle décide de le quitter et moi je l'accueille à peu près à ce moment-là. Et en fait depuis donc ça c'était je l'ai accueilli pour la première fois l'été dernier, été 2025. Et depuis des mois en fait je la vois dépenser une énergie énorme pour être reconnue comme victime et puis surtout récupérer ce qu'elle doit récupérer parce que ils ont encore plein de biens immobiliers, etc. en commun et elle se retrouve dans une situation financière absolument désespérée, voilà, donc c'est très très compliqué et en fait à chaque petite victoire il se passe des choses très compliquées ensuite. C'est comme si à chaque fois qu'elle avance, elle fait un pas en avant et puis 5 en arrière. Et du coup, elle est extrêmement impactée par ça, évidemment. Mais je propose qu'on écoute directement son petit vocal, comme ça on va mieux comprendre ce qu'elle subit. C'est parti. Tous les jours ou toutes les semaines, ou voilà, il y a toujours des éléments nouveaux qui se rajoutent et on se dit non mais c'est pas possible. Quand moi dans mon cas, mon ex-conjoint, c'est un coup, c'est ok, tu peux récupérer tes affaires, donc là on informe l'avocate, on fait la liste des choses et puis après non en fait monsieur il veut pas, donc vous pouvez pas aller récupérer vos affaires. D'accord, ok. Donc là, on se dit, c'est pas grave, ok, on va passer là-dessus. Après, on gagne au tribunal parce qu'il est reconnu coupable. Et là, en plus, le tribunal entend la demande de la procureure qui vous met une mesure de protection en lui interdisant de rentrer en contact avec vous. Et en fait, monsieur, il fait appel 2 jours après
Et ben, un mois après, en fait, on vous apprend que, bah non, en fait, la mesure d'éloignement, elle ne court pas. En fait, il y a toujours quelque chose qui fait que on n'arrive pas à se sentir en sécurité, on n'arrive pas à se sentir écouté. Et on se dit que, en fait, qu'est-ce qui va pouvoir les arrêter et qu'est-ce qui va faire qu'un jour, en fait, on sera vraiment tranquille. Voilà, donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Vraiment, je remercie Catherine d'avoir accepté de témoigner. En fait, elle m'a fait plusieurs vocaux. Dans celui-là, elle a réussi à ne pas s'effondrer, mais il y a régulièrement des messages sur mon répondeur où elle pleure. Elle est extrêmement courageuse, comme le sont toutes ces femmes victimes d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, quand je la reçois en entretien ou quand on a un échange téléphonique, je me sens complètement impuissante. Ce qu'elle raconte là, le fait qu'en audience en février, il soit reconnu coupable et qu'il y ait une interdiction d'entrer en contact avec elle, c'est une belle victoire. C'est ce qui devrait se passer dans la plupart des cas d'ailleurs. 2 jours après, on apprend qu'il a fait appel, pourquoi pas. Mais pour moi, il semble évident que puisqu'une mesure d'interdiction d'entrer en contact a été prononcée par la magistrate, ça devrait aller de soi. En fait, là, on n'est pas capable, personne n'est capable de nous dire si oui ou non l'interdiction d'entrer en contact ou pas fonctionne, si elle est effective. Donc vous imaginez dans quelle situation elle est. Là, elle l'évoque, mais elle avait réussi avec son avocate à négocier des choses, à ne pas s'effondrer face à lui et à sa propre avocate. Donc elle devait aller la semaine dernière récupérer plein d'affaires qu'il a gardées dans le domicile conjugal dans lequel il est resté, en tout cas pour l'instant. Et en fait, quand elle est arrivée, il avait tout jeté à terre, déchiré des photos, cassé des affaires. Elle était censée récupérer sa chienne qu'elle ne peut pas récupérer. Donc ensuite, elle me laisse un message, elle est en pleurs, etc. Et en fait, c'est ça tout le temps. Il y a des avancées. Je suis contente, j'ai réussi à lui tenir tête devant l'avocat, etc. Et puis ensuite, elle s'effondre. Et quand elle s'effondre, évidemment que c'est complètement normal au vu de ce qu'elle subit. Mais en même temps, à un moment, à part lui dire, mais t'es tellement forte, il faut tenir, on est là, etc. On sait plus quoi faire. Oui, c'est ce que je voulais te demander. C'est toi, tu évoquais un sentiment d'impuissance de ton côté. J'imagine que quand tu accompagnes ces femmes, il y a aussi l'enjeu de non pas le cacher ce sentiment-là, mais du moins ne pas le faire trop ressentir. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce que tu dis toi à ces femmes-là qui sont dans ces séquences un peu sans fin où à chaque fois ça va mieux. Eh bien non, tu disais un pas en avant, 10 pas en arrière. À chaque fois, je leur dis qu'elles sont extrêmement courageuses et que... Alors, elles ont pas du tout besoin de ma validation, mais en fait, je leur dis souvent que je suis fière d'elles et je sais que ça leur fait du bien, donc c'est pour ça que je me permets de continuer. Et justement, moi, ça passe par la colère. Je m'agace très très souvent devant elles des dysfonctionnements de la justice patriarcale, du manque de professionnalisme de certaines travailleurs sociaux, travailleuses sociales ou psychologues ou médecins ou gendarmes, enfin, etc. Donc parfois je leur dis, voilà, je suis très en colère de ce que tu subis, ce que vous subissez. Ça va pas changer les choses, mais en fait j'ai envie qu'elles sentent à quel point il y a une empathie et il y a une compréhension de ce qu'elles vivent, parce que souvent elles disent en fait les professionnels sont complètement défaitistes, c'est comme ça, ouais ça dysfonctionne mais on n'y peut rien. Alors on n'y peut rien, mais on a quand même le droit d'être en colère, de s'agacer, de le répéter, de le faire savoir. Voilà, donc ça n'est pas suffisant, mais en tout cas moi c'est la manière que j'ai trouvé de fonctionner avec elle. Et certaines me disent en fait quand on voit comment tu réagis, on se dit que c'est pas nous le problème, qu'on n'est pas dans la plainte, voilà, c'est qu'on subit et qu'il y a des gens qui sont capables de le reconnaître en fait. Donc c'est comme ça que ça marche. Oui, il y a cet enjeu peut-être aussi de ne pas normaliser ce qui se passe. C'est pas normal, et donc c'est pour cette raison aussi que on est en colère, tu es en colère et tu donnes à voir cette Exactement. colère. En fait, ce qu'elles subissent, c'est tellement banalisé
On leur reproche même tellement d'être trop exigeantes, ah bon bah ça va, vous avez dû partir mais vous n'êtes pas à la rue, vous avez un toit sur la tête, etc. Enfin, c'est le genre de discours qu'elles peuvent entendre. Hein. Que du coup, quand elles sentent qu'il y a des gens qui sont plus de leur côté et qui s'indignent de ce qu'elles subissent, évidemment, ça change pas fondamentalement les choses, mais en tout cas, elles se sentent moins seules et elles se sentent soutenues. Donc ça, c'est ultra important. Et c'est d'autant plus pertinent que faut le dire, le cas, entre guillemets, l'histoire de Catherine, ce qu'on raconte d'elle, ce qu'elle raconte dans ce vocal, c'est pas du tout un cas isolé. Tu as peut-être d'autres femmes en tête que tu accompagnes. Ouais. J'ai notamment une situation, alors je l'appellerai Gaëlle, hein. Une situation d'une femme d'une extrême force, parce que en fait ce qu'elle subit c'est un cas d'école, dans le sens où son ex-compagnon, qui l'a mise dehors en fait, voilà, c'est pas elle qui est partie volontairement dans un premier temps, est un gendarme. Et lui, du coup, en fait, il semble littéralement tout puissant. En gros, il l'a mise dehors à un moment en 2025. Je suis désolée, j'ai plus les dates. À ce moment-là, toute la famille habitait dans une caserne dans l'Est. Et du coup, elle est revenue en Bretagne. Et depuis, il lui reproche d'avoir cherché à le couper de ses enfants, etc. Mais surtout, il utilise sa position, sa fonction, pour exercer des violences sur elle, mais par la voie légale. Donc, il a déposé 9 plaintes contre elle. Il a inventé des histoires, puisque elle a un fils ado qui va d'ailleurs être majeur très prochainement, d'une autre union, et en fait il accuse ce fils d'avoir eu des agissements inappropriés envers ses propres enfants. Enfin, bon, voilà, il y a plein de trucs, et en fait elle passe son temps à aller à des convocations de gendarmerie, etc., à elle-même déposer plainte pour des violences psychologiques, notamment de l'abus de pouvoir, etc. À un moment, on a découvert que les plaintes qu'elle dépose à Dinan, puisque c'est sur le territoire de Dinan, sont envoyées à la brigade dans laquelle il exerce dans l'Est, et que c'est lui qui les traite. Voilà. Donc ça, c'est une situation, moi, qui littéralement, évidemment, je le dis pas comme ça dans mon bureau, mais me donne envie de tout cramer. Ça me rend folle que y ait personne. Enfin, évidemment qu'il y a des gens qui ont bien conscience que ça dysfonctionne, mais pour l'instant, en tout cas, on n'arrive pas à faire en sorte que les choses aillent enfin dans son sens. La dernière fois que je l'ai reçue dans mon bureau, il y a 2 semaines environ, elle m'a dit on m'écoute, mais on ne m'entend pas. Elle est épuisée sur le plan psychique, et a raison, on peut comprendre pourquoi. Mais rien ne bouge en fait. Et alors moi, à part dire, et ça c'est quelque chose que je m'autorise très souvent, et j'invite vraiment les personnes que j'accompagne à utiliser ce genre de mots aussi, à part dire que c'est un super connard, que voilà, il y a des moments où je dis juste là je sais plus quoi faire. Alors on cherche encore d'autres stratégies, parce que moi mon mantra, c'est que quand on agit, on subit moins. Donc là, elle a pas encore tenté le courrier au procureur pour vraiment l'interpeller directement. Voilà. On a même imaginé pourquoi pas écrire un courrier à la présidence, parce que on sait plus quoi faire. En tout cas, l'idée, c'est de toujours chercher à déjà à l'écouter évidemment, et à lui dire on va pas vous lâcher. Voilà, on va être là. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais celui-là me touche beaucoup, parce que il y a vraiment une impunité pour certains agresseurs qui est absolument insupportable. Et là, c'est une impunité organisée en fait par le système. On comprend que l'action peut être un moteur aussi pour ne pas être totalement impuissante face à cette situation-là. J'imagine qu'il y a aussi des femmes que tu rencontres qui, étant tellement épuisées par tout ce qui se passe,
vont pas être enclines à lancer des procédures ou quoi qui peuvent durer très longtemps. C'est des cas de figure aussi que tu peux rencontrer. Tout à fait. Ou alors des femmes, là, je pense à une autre femme que j'appellerais Manon, que j'accompagne depuis un bon moment aussi. Femme très très consciente de ce qu'elle vit, mais malheureusement, elle a été diagnostiquée bipolaire avec d'autres troubles. Donc en fait, cette pathologie, puisque c'est comme ça qu'elle en parle, elle dit ma patho. Voilà. Cette pathologie la rend particulièrement vulnérable. Donc moi, quand j'ai commencé à l'accueillir à l'Espace Femmes, elle était sortie depuis un bon moment déjà d'une relation particulièrement problématique, violence psychologique, etc. Mais son ex-conjoint, bien qu'il y avait une séparation qui datait depuis déjà 1 an et demi, continuait à la harceler, à la suivre, etc. Donc elle était très très angoissée par rapport à ça, à raison. Et du coup, elle est venue nous voir dans un premier temps dans ce contexte-là. Sauf que là, elle commençait à arriver à se détacher vraiment de ce personnage, à sortir de cette emprise, puisque c'est pas parce qu'on a réussi à quitter un conjoint violent qu'on n'est pas encore sous emprise. Et là, depuis le début de l'année, elle a un collègue qui lui a littéralement imposé une relation. En fait, la question de son désir, là, elle n'existe pas. Et cet homme, il est, à mon sens, très dangereux. Il a des comportements extrêmement maltraitants. Il lui impose des relations sexuelles, etc. Elle a conscience que ça ne va pas, mais en même temps, elle me dit mais oui, mais quand il s'énerve pas, il est gentil, voilà. Enfin, et en fait, ça fait plusieurs fois qu'elle vient me voir et à part lui dire je suis très inquiète pour toi, Manon, j'ai très très peur en fait parce que elle a un risque de passage à l'acte suicidaire extrêmement élevé. Et donc, à part lui dire je m'inquiète pour toi, j'ai peur, etc., que tu n'arrives pas à te sortir ces idées suicidaires de la tête, etc., bah, je ne sais pas quoi faire. Et la dernière en date, elle est venue me voir en début de semaine, c'est que son conjoint a décidé de venir me parler parce qu'il avait des choses à me dire sur son comportement. Vous voyez à bien, ouais, vous voyez bien la manipulation, etc. Et je lui ai dit alors là qu'il mette pas les pieds ici. Enfin bon voilà, mais en fait quand je m'énerve, je sens que ça la touche. Que je m'énerve, mais en même temps, je n'arrive pas à lui faire comprendre. Alors des fois, je fais des blagues. Je lui ai dit bon, écoute, la prochaine fois, je vais te faire une chorégraphie, peut-être qu'en chantant, voilà. Enfin, je ne sais plus quoi dire. En tout cas, ça, c'est des situations qui, à certains moments, me semblent presque désespérées. Et quand elle part, j'ai beau me dire, j'ai fait mon taf. Enfin, en fait, je peux pas faire davantage. Ben il y a des moments où là ça va me revenir en tête la nuit quand je dors pas bien parce que je suis un peu insomniaque ou à d'autres moments des pensées intrusives et il faut faire avec ça en fait parce que de toute façon je ne vais pas la sauver, c'est absolument pas mon ambition de sauver qui que ce soit, mais c'est plus difficile de rentrer chez soi avec ces idées en tête et cette inquiétude énorme. Parce qu'il y a de la colère contre, par exemple, les dysfonctionnements des institutions, que ce soit la justice ou quoi, mais il y a aussi, mêlé à cela, de l'inquiétude dès lors que on ne peut pas faire à la place des autres et toi, tu ne peux qu'accompagner ces femmes-là. Tu penses que ça a une place importante aussi, toi, dans cette énergie que tu donnes, la colère et puis l'inquiétude qui peut-être se transforme en colère, je ne sais. Ah ben, c'est l'inquiétude de passage à l'acte suicidaire, de risque de féminicide, elle est quotidienne en fait. Voilà. Donc j'arrive la plupart du temps à ne pas ramener ça avec moi à la maison le soir, à décharger émotionnellement, on va dire, pour que ça m'envahisse pas. Mais il y a des moments où évidemment ça envahit et où on se dit j'espère que ça va aller et qu'elle sera bien présente au prochain rendez-vous ou que je vais pas recevoir un appel m'annonçant qu'il s'est passé quelque chose d'irrémédiable. On a parlé beaucoup côté victime dans cette première partie et dans la deuxième, on va s'intéresser aux conséquences sur les professionnels qui accompagnent les femmes victimes de violences, dont toi.
Alors on comprend bien, tel que tu l'as décrit dans la première partie, les sentiments qui peuvent être les tiens, qui s'arrêtent pas à la porte de ton bureau, sentiment d'impuissance, d'injustice face au parcours des femmes que tu accompagnes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les conséquences que cela a? Donc tu as commencé à l'esquisser sur toi et puis sur d'autres professionnels, des collègues dans ce milieu-là. Il y a quelques années, j'ai lu un article qui traitait de la fatigue compassionnelle et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça me parle? Du fait qu'il y a une espèce de contagion émotionnelle, en fait, quand on entend quotidiennement, ou en tout cas très souvent, des récits de souffrance, de violence, d'injustice, parce que le sentiment d'injustice, c'est très, très... important chez moi. J'ai creusé et en fait, j'ai découvert cette notion de traumatisme vicariant. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, définition. Voilà. Le traumatisme vicariant, c'est... Alors, ça va être... c'est moi qui pose ces mots là-dessus, mais en gros, c'est un traumatisme par procuration. C'est-à-dire que à force d'être exposé à ces récits extrêmement douloureux, etc., à certains moments, moi, je constate, je l'évoquais tout à l'heure, qu'il y a des pensées intrusives qui apparaissent, il y a des choses, une irritabilité, une espèce de fatigue qui est vraiment une fatigue psychique. Ce n'est pas de la fatigue physique, etc. Et en fait, j'ai creusé ce sujet. J'ai découvert que, évidemment, les métiers de la relation d'aide étaient particulièrement à risque de développer, entre guillemets, un traumatisme vicariant. Alors, il y a évidemment les personnes travailleuses sociales, mais il y a aussi, par exemple, les reporters de guerre. Donc, c'est l'idée qu'à un moment, notre pratique professionnelle, même si on essaie de la cadrer énormément, etc., puisque nous sommes des êtres humains, qu'a priori, on ne fait pas ce qu'on fait comme travail par hasard, à un moment, ça va nous impacter. Et quand j'ai vu donc que ça pouvait engendrer ce que je disais, irritabilité, pensée intrusive, etc., mais aussi cynisme, je me suis dit, ah oui, là, ça me parle beaucoup. Voilà. Moi, je me sens à certains moments très désabusée et très, très inquiète de la marche du monde et de la façon dont on traite les femmes et les enfants, notamment. Voilà. Et je peux avoir des propos parfois d'un cynisme absolu. Même moi, quand je m'entends les dire, je me dis waouh. Bon, après, ça veut dire que je suis encore bien vivante et que j'ai l'énergie de lutter contre ça. Mais en tout cas, le traumatisme vicariant, la fatigue compassionnelle, voilà, c'est des notions qui me parlent de ce que je vis et de ce que vivent aussi mes collègues. Et c'est là où je te propose d'écouter un petit compte rendu de ma collègue Tania sur une situation que elle et moi on accompagne en même temps. On écoute Tania. J'ai accueilli une femme et ont choisi de me donner un pseudo pour le rendez-vous, mentionnant le métier valorisant et en uniforme de son conjoint. Elle a déposé plainte à la gendarmerie et s'est sentie humiliée de devoir s'exprimer à l'accueil sans aucune zone de confidentialité. Elle avait un seuil de tolérance à la violence très élevé depuis l'enfance. J'ai tenté de lui faire prendre conscience de l'ampleur des violences subies, violences physiques, psychologiques et économiques, et de leurs répercussions directes sur les enfants. Insister pour qu'elle se protège et les protège. Puis j'ai ressenti, comme souvent, un sentiment d'impuissance à ne pas pouvoir faire plus. Avoir une solution miracle, clé en main avec la promesse d'un accueil adapté lors du dépôt de plainte, d'une plainte qui aurait les suites espérées, d'un logement disponible de suite dans le secteur voulu, et l'assurance qu'il arrêtera de la harceler ensuite. Mais ce n'est pas la réalité du terrain. Le chemin est très difficile pour les victimes qui trouvent l'énergie de quitter leur partenaire violent, et il faut parfois accepter de ne pas avoir de second contact dans l'immédiat, de ne pas connaître la suite et espérer avoir eu les bons mots en attendant qu'elle se sente prête à entamer ou non ce parcours de la combattante. Oui, alors là, ce dont parle Tania, c'est pas la même situation que celle de Gaëlle, parce qu'à un moment, elle parle de conjoint en uniforme. Là, c'était un pompier. Bref, en tout cas... Tania, elle le dit et c'est vrai, il faut accepter le fait que parfois il va y avoir une personne qui va venir déposer des choses chez nous. Nous, on est donc un service associatif, il n'y a aucune obligation à venir nous voir ou à revenir nous voir. Et parfois,
il y a des gens qui vont nous livrer des éléments de vie extrêmement violents, douloureux, etc. Et puis on va pas forcément les revoir. Ce qu'on peut juste espérer, c'est qu'à un moment, notre posture, notre humanité, notre empathie les aura aidés un minimum. Mais il y a aussi ce sentiment-là de grande frustration parfois, de ne pas savoir ce qu'il advient ensuite. Et je parlais tout à l'heure de nécessité de déchargement émotionnel. Et moi, c'est avec mes collègues souvent que entre 2 entretiens ou après une intervention, puisqu'on fait aussi beaucoup de prévention au milieu scolaire et donc ça c'était ma collègue Tania, mais il y a aussi ma collègue Clémence. Elle revient d'un lycée, elle a entendu des propos problématiques de la part de garçons qui clairement adhèrent aux thèses masculinistes. On va avoir besoin d'en débriefer. Et je le dis là parce qu'actuellement on n'a pas d'analyse de pratique pour l'équipe et on le sent. Ça pèse. Moi, j'ai tiré la sonnette d'alarme auprès de ma direction là très récemment parce qu'on a vraiment besoin de pouvoir à un moment être accompagné. Analyse de pratique, juste pour situer un peu de quoi il s'agit. L'idée que un ou une professionnelle extérieure vienne avec nous, alors débriefer sur certaines situations ou en tout cas réfléchir à quelle tactique ou quelle posture on pourrait essayer d'avoir. Moi, j'en mène de mon côté sur une maison relais là qui est à Dinard, qui s'appelle Care Antonia, et en fait, ça se passe hyper bien et les professionnels, je fais de l'autocongratulation, mais les professionnels me disent ça nous fait beaucoup de bien et en fait je sais pourquoi parce que je mène auprès d'elles l'analyse de pratique que moi je n'ai pas, dont je ne bénéficie pas en ce moment et du coup effectivement je crois savoir de quoi elles ont besoin, voilà. Mais en tout cas c'est des espaces qui devraient aller de soi au sein des structures, des institutions, sauf que le manque de moyens financiers étant énorme, ça n'est pas toujours la priorité. Et on voit aussi à quoi ça expose les équipes et comment elles ne sont pas forcément protégées, préservées de la difficulté de leur tâche. Puisque là, tu évoques tes collègues, vous êtes plusieurs à travailler et à pouvoir échanger éventuellement, mais dans votre pratique, quand tu es en entretien avec une femme, tu es seule. Quand tu es en intervention en établissement, c'est peut-être aussi seul que tu fais ça. Et donc ces moments collectifs à côté avec tes collègues, il te semble essentiel de les avoir aussi. Voilà, de les avoir au quotidien, entre 2 rendez-vous, d'aller se parler, etc. Mais aussi, oui, d'avoir quelque chose qui soit formel, institutionnalisé, voilà. Et en fait, ça va pas de soi, et c'est essentiellement à cause du manque de moyens financiers. Donc là, voilà, je le redis encore et encore. Il y a un cruel manque de volonté politique en France de traiter ce sujet des violences faites aux femmes et aux enfants, des violences sexistes et sexuelles dans leur ensemble. Et du coup, ça se ressent sur le terrain et les victimes, évidemment, le subissent de plein fouet, mais les professionnels aussi. Et on entend que les professionnels, certaines d'entre elles, sont en colère. Tu évoquais cette émotion-là, un peu comme la couleur dominante de cet épisode. Je voulais te demander, tu évoquais ça un peu en filigrane au début de l'épisode aussi, en quoi pour toi la colère, ça peut aussi être une énergie? Oui, alors pour moi, il y a 2 sortes de colère. Il y a la colère saine, qui est donc une énergie, et je le constate au quotidien. Et puis il y a la colère qui vous bouffe en fait, qui vous épuise. Et je suis souvent en train d'analyser de quel type de colère il s'agit. Quand je réfléchis à ma pratique, à mon ressenti, etc. Et ce que je constate, c'est que quand j'arrive à faire quelque chose de positif de ma colère, ça passe par justement le militantisme féministe, les manifs qu'on peut organiser, etc. C'est une colère où là, on est une communauté, une communauté vénère,
et ça produit des choses extrêmement intéressantes. Ben là, on n'est pas très loin du 8 mars. Nous, cette année, avec le collectif Maison des Femmes 22, dont l'Espace Femmes fait partie, on a organisé un festival féministe. Alors c'était la première fois sous ce format-là à Saint-Brieuc, et on s'est retrouvés. C'était génial. Ouais, c'était génial. Là encore, on fait de l'autocongratulation, mais on peut. Hein. C'est une journée qu'on voulait très revendicative, évidemment, puisque c'était le 8 mars, et voilà. Mais on voulait aussi que ce soit quelque chose de festif. Alors, on a fait des collages, lutter dans la joie, etc. On a fini par un karaoké avec que des morceaux triés sur le volet avec des messages, etc. Et nous toutes de l'organisation, on a fini par chanter un symbolique résiste, voilà. Et c'était absolument magique. Enfin, moi, je suis ressortie de là en me disant c'est vraiment génial. Je me sens rechargée. Enfin, cette colère, elle est rechargée dans la joie, parce que la colère saine, elle est pas infinie. Il faut trouver des moyens de la recharger, et ça, c'était extrêmement important. Donc, il faut absolument en passer par là pour moi, quoi. Parce qu'on pourrait penser que dès lors qu'il s'agit d'activités que tu viens faire en plus de tes activités déjà, là quand tu parlais de militantisme, que ça peut être de nature à te fatiguer encore plus. Pour toi, le militantisme, tu vois ça comme une activité créatrice d'énergie aussi, c'est ça ? Oui, c'est vraiment quelque chose dont je ne pourrais pas me passer. C'est ce qui me permet de tenir. En plus, je sais que les personnes avec qui je vais militer, avec qui on va organiser des manifestations, des ciné-débats ou autres, on partage des convictions fortes. Enfin, c'est le cas aussi avec mes collègues. On serait pas là sinon. La notion de sororité n'est pas un mot à la mode, mais c'est vraiment quelque chose qu'on met en pratique. Du coup, c'est quand même kiffant de se retrouver en non-mixité à certains moments et de voilà, il y a vraiment quelque chose autour de se recharger en énergie. J'insiste, mais c'est les mots qui le décrivent le mieux pour moi. Il y a aussi le fait que quand on se retrouve et qu'on se dit qu'on est toutes dans la même galère, qu'on voit bien à quel point à certains moments on est littéralement bouffé par notre sentiment d'injustice et de colère. Là, on fait quelque chose de concret qui va pas fondamentalement changer la face du monde, mais en tout cas, nous, là, à un moment, on a crié dans la rue, voilà, et c'est assez galvanisant. Mais autre chose que j'aime faire, il y a un collectif de coloreuses, parce qu'on n'est pas en non-mixité là, qui s'est monté aussi sur les Côtes d'Armor, et aller en plein mois de janvier, coller. Alors déjà, tu fabriques ta colle, tu fais tes lettres le dimanche après-midi. Il fait froid, il pleut, mais t'en as partout. Mais tu vas coller tes artistiques. Voilà, en plus. Et surtout, tu vas coller des petits messages qui s'adressent à un député qui a commencé à dire que l'écriture inclusive, c'était vraiment une catastrophe pour l'unité de la nation. Voilà, un petit kiff comme ça, un dimanche soir, et tu rentres, il est 22h30, t'es fatigué, mais ça t'a vraiment fait du bien. Et du coup, c'est des moments où vraiment tu te recharges en énergie. Mais encore une fois, on peut pas faire que ça. Donc il y a d'autres pauses qui sont absolument nécessaires, et voilà. Comme prendre des vacances, par exemple. Par exemple, ouais, voilà. Là encore, c'est bien d'avoir un entourage qui te rappelle que y a une vie en dehors de la lutte contre les VSS. Et puis surtout, quand tu ne t'écoutes pas, tu le paies très très vite. L'année dernière, on a fêté les 20 ans de l'Espace Femmes, et du coup, je n'ai pas pris de mini-pause à l'automne. Et arrivé aux fêtes de fin d'année, j'étais dans un état de fatigue très très importante. Donc voilà, à un moment là, ton corps te le rappelle. Qu'est-ce que tu ressens, toi, dans ces moments-là de militantisme? T'évoquais, par exemple, les collages, le festival féministe organisé, les manifs qu'il peut y avoir. Tu parlais de recharge d'énergie. Il y a de l'ordre aussi du faire communauté avec d'autres femmes qui militent, d'autres personnes peut-être qui travaillent, qui mènent un travail semblable au tien.
Ouais, vraiment, c'est ce que j'évoquais déjà. C'est se dire, on a la même colère, on a le même sentiment d'injustice et on en fait quelque chose. Et en plus, puisqu'on se sent extrêmement impuissante face à tous les dysfonctionnements qu'on peut constater au quotidien dans nos accompagnements de personnes victimes, par exemple, à un moment, juste aller le crier dans la rue, le coller sur des murs, tout ça en n'oubliant pas de se coller des paillettes partout, etc. Ça va avoir vraiment une dimension importante. Et je te propose qu'on écoute le vocal que Lucie, qui est comme moi une professionnelle dans l'accompagnement des femmes victimes et comme moi aussi une militante très active, a bien voulu m'envoyer. Même si on bosse en équipe, on est assez seul en fait face aux récits de violences des femmes. Et quand je reçois par jour, par exemple, 3, 4, 5, voire parfois 6 femmes qui sont victimes, qui me font état de violences, souvent terribles, qu'elles ont vécues, de leur situation judiciaire qui avance pas, de décisions qui sont parfois, pour pas dire souvent, hyper injustes par rapport à une condamnation par exemple, ou en lien avec la garde des enfants, ça m'arrive quand même régulièrement de me sentir en colère ou impuissante face à leurs récits. Alors moi, la parade que j'ai trouvée pour me redonner de l'énergie au quotidien, c'est de militer. Militer, pour moi, c'est pouvoir retrouver la force et l'énergie du groupe. C'est un moyen de faire entendre ma voix, nos voix. Ça peut passer par des rassemblements, type manif, des actions concrètes en réaction à l'actu, par exemple des collages féministes. Mais ça passe aussi par des moments de sororité, d'adelphité. Ça peut être de participer, par exemple, je participe à une chorale engagée, ou de prendre part à l'orga d'un événement féministe, comme on a pu faire, par exemple, cette année pour le 8 mars. Clairement, ça m'aide à mieux faire mon travail auprès des femmes victimes. Parce qu'en fait, ça me redonne une sorte de pouvoir d'agir et de la force au quotidien. On va dire que j'ai ces espaces où je suis dans la revendication, où je peux exprimer mes ressentis sans filtre. Et à l'inverse, quand je suis au boulot et que j'accompagne les victimes, là, je suis évidemment posée, dans l'écoute active, dans la bienveillance, etc. Et c'est hyper important qu'elles sentent, les femmes, à ce moment-là, qu'on est là, que je suis là, qu'elles vont être soutenues, qu'elles ne sont pas ou plus seules. Et ça, il faut que ça soit solide. Donc moi, cette solidité, je la puise vraiment dans des moments collectifs de lutte, dans la joie et aussi parfois dans l'expression de la colère. Voilà. Elle a hyper bien, voilà, elle a hyper bien résumé les choses. Mais c'est vraiment de ça dont il s'agit, et on s'est vraiment fait la réflexion après tous les événements qu'on a pu organiser autour du 8 mars, que on était épuisés, mais que en même temps on avait aussi pu partager plein de choses, et que ça donnait une belle énergie malgré tout. Est-ce que tu partages cette phrase que dit Lucie sur le fait que ça l'aide à mieux faire son travail? Ça peut être, c'est hyper fort de dire ça. Est-ce que toi, c'est un constat que tu partages aussi? Eh ben, carrément, c'est même quelque chose que j'ai revendiqué à mon arrivée à l'Espace Femmes, parce que je pense que ma posture et le fait que je râle tout le temps, que je sois tout le temps en colère, etc., ça a pu peut-être faire peur. Mais en tout cas, j'ai dit à un moment que si on ne comprenait pas que cette posture très féministe, assumée, revendiquée, militante, etc., faisait partie de la manière dont j'interviens, ça allait être compliqué, et finalement ça a été compris. Je vois aussi ce que ça peut produire auprès des femmes. Bon, déjà quand elles rentrent dans mon bureau, c'est assez évident que je suis une militante, et voilà, mais certaines me disent j'avais avant de venir ici, j'avais peut-être une idée assez caricaturale de ce que peut être le féminisme et tout ça, et je vois bien au vu de tout ce que vous pouvez me dire et de ce que j'en comprends maintenant, que y a vraiment une dimension qui vous permet de tenir. Et à chaque fois que je présente l'Espace Femmes, je dis toujours que on est un tout petit service, on n'est que 3 salariés permanentes. Alors après, on a plein de bénévoles qui viennent participer à nos activités, etc. Mais je dis que si on tient, c'est parce que justement, on a ces convictions très fortes
On est 3 militantes féministes avec des manières différentes de militer et d'agir, mais en tout cas, c'est vraiment là-dedans qu'on arrive aussi à tenir et voilà. Donc c'est essentiel. Et Lucie, je crois, utilise le terme de solidité sur le fait que c'est dans ces moments-là, tu disais que tu viens recharger ton énergie dans ces moments de militantisme, mais aussi où tu trouves une solidité dont tu as forcément besoin, puisque si tu ne l'as pas, comment vas-tu faire pour accompagner ces femmes, quoi? C'est ça. Donc, pas le choix, en fait. Il faut continuer à manifester, quoi. Carrément. Et il faut de toute façon continuer à manifester pour tout ce qui se passe actuellement, parce que justement, si on sort uniquement de ce sujet, quand on voit la manière dont le monde semble littéralement être en train de courir à sa perte, que le sentiment d'impuissance, je pense que je suis pas du tout la seule à l'avoir. À un moment, juste se réunir, essayer de dire que ça ne nous convient pas, etc. Ça ne suffit pas, mais ça donne le sentiment de faire quelque chose. Ça te parle l'idée qu'on entend parfois de remettre de la joie dans ces luttes et autour de ces thématiques qui n'inspirent pas la joie de base, mais comme moteur aussi. Il y a la colère et puis il y a la joie dans la colère peut-être. Carrément, à Saint-Brieuc, on a un artiste qui vient manifester très souvent avec un costume de panda. Et je vous assure que ça met une ambiance très intéressante. Mais pour le coup, je trouve qu'il y a plein de moyens d'exprimer sa colère et en même temps d'être dans une forme de lutte joyeuse, de lutter dans la joie, quoi. Vous avez toutes les raisons maintenant de venir dans les Côtes d'Armor et n'hésitez pas. Et en manif à Saint-Brieuc. Pour terminer, Steph, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, peut-être des conseils si on veut rompre avec ce sentiment d'impuissance, d'injustice et aller militer, aller voir des assos féministes près de chez soi? En fait, je me dis aussi que si on se sent impuissant ou impuissante et que on a envie de retrouver ce pouvoir d'agir dont parlait Lucie, par exemple, à titre tout à fait personnel, vous pouvez vous former un minimum sur tout ce qu'il faudrait éviter de dire à une personne victime. Ça sera l'objet d'un autre épisode de Rage et Paillettes. Mais en tout cas, si vous commencez à vous intéresser un petit peu plus au sujet sans vous former pour devenir pro de la question, mais voilà, si peut-être vous avez un réflexe pour une personne victime et que vous trouvez les bons mots et que ça va être déterminant, que par exemple vous avez su dire à un moment tiens, si j'étais toi j'irais vers telle structure parce que peut-être qu'on pourrait t'y aider, enfin ça fait toute la différence. Donc en fait ne doutez jamais de votre capacité à agir et si ça fait la différence pour une personne, vous avez tout gagné, quoi. Je pense que ça peut s'applaudir, ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Et on va dire merci. Donc c'est le moment où il y a plein de remerciements à faire. D'abord, merci au Festival Podren pour cette invitation et merci à... Aminata me dit qu'on n'entend pas bien. Tu peux couper la musique? Ouais, on voulait faire un petit effet stylé, mais mais on finalement... peut pas. Et si je baisse le volume, non, ça n'a rien à voir. Bon, c'est pas grave. C'est pas le gain de... Bon, c'est pas grave, on va mettra la musique refaire. après. C'est les aléas du direct. À qui voulais-tu dire merci déjà? À plein de monde. Déjà, je voulais remercier le Festival Podren pour l'invitation et pour tout l'ambiance et tous les moyens qui sont mis à notre disposition. C'est absolument génial. Merci beaucoup. Merci. Bravo Podren. Au Festival Haut-Parleuse, parce que c'est par l'intermédiaire de Haut-Parleuse qu'on a été invité ici. Donc, merci pour cette occasion qui nous a été donnée. Merci aussi à vous toutes et tous d'être restés écouter nos propos. C'est hyper agréable aussi d'échanger devant des gens. Merci aux auditeuristes parce que
on voit que Rage et Paillettes est de plus en plus écouté, donc voilà. Ça intéresse. Ouais. Merci à Catherine, à Tania et à Lucie d'avoir accepté de témoigner pour cet épisode. Et puis une toute nouveauté mais importante pour moi, je viens d'obtenir une subvention de la région Bretagne et je voulais la remercier ici parce que ça va permettre de produire plein d'autres épisodes. Voilà. Merci beaucoup. Merci la région Bretagne. Et merci Steph. Merci Matt. À bientôt. À bientôt. Waouh, quel synchro!